3 coups secs frappèrent à ma porte, aussi violents que des coups de feu dans un prétoire. Quand j'ouvris, Philippe Dubois, mon père, l'homme qui m'appelait autrefois sa fierté, se tenait là, tenant un dossier épais de culpabilité et de chiffres. « J'ai besoin de l'argent pour demain », aboya-t-il en me le fourrant dans les mains. 800 000 euros. C'est la dette de Manon et pas de retard. 800 000 euros. L'erreur de ma sœur. L'ordre de mon père. Mon silence. Je souris juste assez pour le mettre mal à l'aise. D'accord, dis-je. 4 heures plus tard, je faisais rouler une valise dans le terminal silencieux de l'aéroport d'Orly, le son de mes talons résonnant comme un verdict. Je ne fuyais pas. Je mettais en place le décor. Quand mon père vint chercher l'argent le lendemain, il trouva ma porte verrouillée et une simple boîte qui l'attendait sur le paillasson. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il m'avait appris, et tout ce qu'il allait perdre à cause de cela. Il se tenait dans mon salon comme si l'air lui-même lui appartenait. Philippe Dubois, mon père, l'homme qui pouvait rétrécir une pièce par sa simple respiration. L'odeur de son eau de Cologne frappait la première, chère, étouffante, une relique de ses années de succès. Derrière lui, ma sœur Manon planait, les yeux écarquillés, le visage pâle, jouant le rôle de la fille sans défense qu'elle avait perfectionné depuis longtemps. « Olivia », commença mon père, laissant tomber mon nom comme un coup de marteau de juge. « Tu as bien réussi. Tu as gagné beaucoup d'argent. Il est temps que tu te souviennes pour qui tu l'as fait. » Je croisai les bras. Je ne savais pas que le succès s'accompagnait d'un plan de remboursement. Il ignora ma pique, sortit un dossier et le jeta sur mon comptoir en marbre. 800 000 euros. Manon et Thomas les doivent. Tu feras le virement pour midi demain. Fin de la discussion. Je clignai lentement des yeux. Tu plaisantes. Ai-je l'air de plaisanter? Sa mâchoire se serra. Ce sont des gens sérieux. Si elle ne paie pas, ils s'en prendront à elle, et à moi. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû te porter garant de son prêt, dis-je d'un ton égal. Son regard aurait pu décaper de la peinture. Ne fais pas la maline avec moi, Livy. La famille passe avant tout. Manon s'approcha, sa voix douce et tremblante, une mélodie que je savais insupportable. S'il te plaît, Livy. Nous avons des enfants. Thomas a juste fait une mauvaise affaire. On te remboursera. Je ris une fois, un rire sec et sans humour. Tu as dit ça la dernière fois. Cette fois, c'est différent, insista TL, tournant son alliance comme un chapelet. Papa frappa la paume de sa main contre le comptoir. Assez. Tu vas transférer l'argent. Tu l'as. Tu ne laisserais pas les enfants de ta sœur souffrir, à moins d'avoir oublié ce que signifie être une famille. La famille. Le mot atterrit comme un poison. Je les regardais tous les deux. Le père qui transformait la culpabilité en monnaie et la sœur qui la dépensait librement. Puis je souris. Une petite courbe inquiétante sur mes lèvres. Très bien, dis-je doucement. Demain, à midi. Ils soupirèrent tous les deux de soulagement, confondant ma conformité avec une reddition. Manon me serra légèrement dans ses bras, un geste répété, et mon père me tapota l'épaule comme s'il venait de conclure une autre affaire. Quand la porte se referma derrière eux, le silence dans l'appartement changea de forme. Il n'était pas vide. Il était vivant. Je m'assis, ouvris le dossier et regardai la dette. 800 000 euros. Les reçus de jeu de Thomas. Les relevés de compte des boutiques de luxe de Manon. La signature de mon père au bas de tout cela. Mon sourire s'élargit. Demain à midi, murmurai-je. Parfait. Il y a une photo de famille accrochée dans le bureau de mon père, encadrée d'or, éclairée par un spot qu'il a installé lui-même. Sur celle-ci, Manon sourit comme si elle avait inventé le bonheur. Mon père se tient droit derrière elle, et je suis sur le côté, légèrement coupé par le cadre. Cette photo dit tout ce que vous devez savoir sur nous. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était assorti de conditions. Manon pleurait et papa arrangeait les choses. Je réussissais et il m'avertissait de ne pas frimer. Quand maman est morte, il ne s'est pas effondré. Il a simplement redirigé chaque once de son chagrin pour protéger Manon, la fragile. J'étais la forte, la fille responsable, ce qui signifiait en réalité celle que l'on peut vider sans la briser. J'ai payé l'école de commerce de Manon quand papa ne le pouvait pas.
J'ai aidé à couvrir leur mariage quand la start-up de Thomas s'est effondrée. J'ai même acheté leur première maison, bien que l'acte de propriété soit discrètement au nom de ma SARL, pas au leur. Chaque service était un nœud de plus. Dans une corde que je ne réalisais pas que je serrais autour de mon propre cou. Papa disait toujours, la famille d'abord. Mais dans son langage, la famille signifiait Manon d'abord. Plus je construisais ma propre vie, mon cabinet de conseil, mon appartement avec vue sur le centre de Paris, plus il me regardait comme si je le trahissais en me tenant debout toute seule. L'indépendance était une insulte, le respect de soi, un acte de rébellion. Alors, quand il a claqué ce dossier sur mon comptoir hier soir, j'ai vu plus qu'une dette. J'ai vu un schéma. J'ai vu la façon dont il avait utilisé l'amour comme levier pendant des années, et la façon dont Manon avait appris à transformer sa faiblesse en arme. Je me servis un verre d'eau et regardai par la fenêtre les lumières de la ville, me demandant combien d'autres filles étaient devenues le filet de sécurité de leur famille. Combien de femmes comme moi avaient été entraînées à appeler cela un devoir ? 800 000 euros. Une sœur qui ne changerait pas. Un père qui n'arrêterait pas. Et moi, la fille qui allait enfin le faire. Avant que minuit ne sonne, ma décision était prise. La prochaine fois que mon père frapperait à ma porte, il ne trouverait pas une fille. Il trouverait des conséquences. Au lever du soleil, le plan se déroulait déjà dans ma tête, comme une mémoire musculaire que j'ignorais posséder. Des années à regarder mon père jouer à des jeux de pouvoir m'avaient appris quelque chose. Le contrôle n'est pas bruyant. Il est silencieux, calculé et minuté à la perfection. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à 3 comptes, personnels, professionnels, et un que j'avais discrètement ouvert sous une autre SARL. Manon et papa pensaient que j'étais juste une fille de la finance. Ils n'ont jamais réalisé que j'avais bâti des empires entiers sur le chaos des autres. Première étape, sécuriser ce qui est à moi. Je gelai le compte fiduciaire joint auquel papa avait discrètement ajouté son nom l'année dernière, juste pour plus de commodité. La commodité était terminée. Ensuite, je transférai mes fonds personnels vers un nouveau compte privé, déconnecté de toute entité familiale. Puis, j'appelai Maître Moreau, mon avocate et plus ancienne alliée. « Dis-moi que tu le fais enfin, dit-elle, à moitié endormie mais déjà réveillée. J'en ai fini de financer leurs erreurs, répondis-je. Bien. Tu veux que ce soit discret ou spectaculaire ? Je souris. Les deux. En moins d'une heure, elle avait exécuté chaque instruction que nous avions planifiée des mois auparavant, lorsque j'avais avoué pour la première fois que j'envisageais de couper les ponts. Transfert de propriété, annulation de procuration, révocation des droits de signature. Chaque clic était une petite liberté signée en pixels. Puis vint la boîte, une simple boîte en carton, du genre qu'on utilise pour déménager ou cacher des fantômes. À l'intérieur, je commençais à construire mon message. Une copie de chaque virement bancaire à Manon et Thomas, des captures d'écran de chaque SMS désespéré de papa, l'acte de propriété de la maison de rêve de Manon à mon nom, et un unique chèque de banque de 10 000 euros. Par-dessus, je plaçais une note manuscrite. Tu as toujours dit que la famille passait avant tout, papa. Mais peut-être que la famille devrait d'abord être honnête. Ce que tu trouveras à l'intérieur n'est pas une vengeance. C'est un reçu. Je la scellai avec du ruban adhésif transparent. Le son était strident dans la pièce silencieuse. Puis je réservai un vol pour la Bretagne. Allez simple. Alors que l'email de confirmation arrivait dans ma boîte de réception, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années m'envahit. Pour une fois, je n'étais pas la solution. J'étais la conséquence. À 9 heures du matin, ma valise était prête. Passeport, ordinateur portable, une seule photo de maman et moi au bord du lac. Dans 4 heures, mon père tambourinerait à cette même porte pour réclamer de l'argent. Il ne trouverait que le silence et une boîte avec son nom dessus. La ville était encore à moitié endormie quand je sortis de l'allée. L'aube tachait l'horizon d'un orange pâle, le genre de lumière qui fait paraître tout propre, même le passé. Ma valise reposait sur le siège passager, vibrant doucement à chaque virage. À l'intérieur, il n'y avait ni héritage, ni trophée, ni souvenir de ce que j'appelais autrefois ma maison, juste l'essentiel et la liberté bien zippée. L'aéroport était presque vide. Des hommes d'affaires se déplaçaient comme des fantômes serrant des mallettes. Des parents chuchotaient au-dessus d'enfants endormis. Personne ne me regarda 2 fois, et j'aimais ça.
J'étais invisible, quelque chose que ma famille avait seulement fait semblant que je n'étais pas. En faisant la queue, je jetai un œil à mon téléphone. 10 appels manqués de papa, 4 de Manon. Un message. Papa, souviens-toi de qui a fait de toi ce que tu es. J'éteignis l'écran. Pour une fois, je n'avais pas besoin de rappel. La sécurité fut rapide. L'agent sourit, me demanda où j'allais. En Bretagne, dis-je, pour tout recommencer. Il hocha la tête comme s'il avait déjà entendu ça. Peut-être que c'était le cas. À la porte d'embarquement, je commandai un café plus fort que ma conscience et regardai le lever du soleil traverser les fenêtres. La dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était pour le mariage de Manon. Un week-end de sourires construits sur des découvertes et le déni. Maintenant, je volais vers le silence. Quand ils appelèrent à l'embarquement, je ne me retournai pas vers le terminal. Je ne voulais pas voir si quelqu'un courait à travers en criant mon nom. Par le petit hublot de l'avion, le monde se pliait sous moi. Les maisons, les routes, le poids des attentes. Je pensais à mon père, debout dans mon salon dans quelques heures, confiant, impatient, prêt à encaisser. Il frapperait, il crierait, puis il verrait la boîte. J'imaginais sa main trembler en l'ouvrant, le hoquet de surprise quand il réaliserait que l'histoire avait changé, et que pour une fois, il n'en était pas l'auteur. Alors que l'avion montait à travers les nuages, je laissais échapper une longue respiration que j'ignorais retenir. Plus de culpabilité, plus de sauvetage, seulement le ciel. À exactement 12h30, la caméra de ma sonnette s'activa. J'ai regardé la vidéo plus tard, assise sur une terrasse louée en Bretagne, une tasse de café tremblant dans ma main. Il était là, mon père, Philippe Dubois, debout sur mon perron comme un homme né pour posséder chaque centimètre de terrain qu'il foulait. Sa cravate était parfaite. Son expression ne l'était pas. Il était en colère. Les hommes en colère ne frappent pas. Ils annoncent. Olivia, aboya-t-il en martelant la porte. Ouvre. On avait un accord. Manon planait derrière lui, agrippant son sac de créateur comme s'il pouvait la protéger de la réalité. Elle chuchota, peut-être qu'elle est sortie. Mais même sa voix semblait incertaine. Puis papa vit la boîte, une simple boîte marron, avec son nom griffonné au marqueur noir. Il fronça les sourcils, se penchant pour l'ouvrir comme si la curiosité pouvait encore être son allié. Le ruban adhésif se déchira, les rabats s'ouvrirent. Silence, puis un bruissement de papier. Il se figea. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Manon se pencha, confuse. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des dossiers, marmonna-t-il en tournant les pages, son souffle se coupa quand il vit la première entrée. Transfert d'hypothèque. Résident Dubois à Holdings Oakline. Olivia Dubois, propriétaire. Il parcourut les pages plus vite, les dates, les paiements, les signatures, même sa propre autorisation falsifiée pour une ligne de crédit qu'il avait ouverte à mon nom. Chaque ligne écaillait une autre couche de sa fierté. Olivia, dit-il, mon nom comme une malédiction, comme s'il avait des dents. Puis vint la clé USB. Il la brandit, confus, la glissa dans la petite enceinte que j'avais laissée sur le porche, et ma voix emplit l'air. Papa, tu m'as appris que la famille passe avant tout. Tu ne m'as simplement jamais appris comment survivre en étant la seule à y croire vraiment. Ce qu'il y a dans cette boîte n'est pas une vengeance. C'est la vérité. Et la vérité a ses reçus. Manon halta. Elle nous a enregistrés. Il ne répondit pas. Il fixait la photo que j'avais laissée sur le dessus. Nous deux au lac, avant que tout ne se transforme en transaction. Ses doigts tremblaient. Puis vint la note, mon écriture nette et calme. Si jamais tu m'as aimé pour qui je suis, et non pour ce que je peux réparer, tu cesseras de frapper à ma porte et tu commenceras à te regarder dans un miroir. Pour la première fois de ma vie, je le vis se briser. Pas crier, pas menacer, pas sermonner, juste se briser. Ses épaules s'affaissèrent. La boîte tomba de ses mains. Manon se mit à pleurer. Pas pour moi, mais pour elle-même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne répondit pas. Il murmura juste. On l'a perdu. Puis il se tourna, descendit de mon porche et laissa la boîte derrière lui. Au même moment, à 600 km de là, j'étais assise près de la fenêtre d'un café tranquille, regardant la marée monter et je murmurais en retour, non,
tu as perdu le contrôle. Le lendemain matin, le silence s'était brisé. Mon téléphone, nouveau numéro, nouvelle carte SIM, vibrait des mises à jour de Maître Moreau, mon avocate. Chaque message était court, clinique, chirurgical. Maître Moreau, le conseil d'administration a voté un audit d'urgence. Vous aviez raison sur les fonds manquants. Maître Moreau, Manon a appelé, a crié à la trahison, puis a demandé si vous paieriez toujours son loyer. Maître Moreau, ils ont gelé la carte de société de votre père. Il est furieux. Je posai le téléphone. Laissez les vagues combler les vides où la famille vivait autrefois. À Paris, l'effondrement commença. Les partenaires commerciaux de papa voulaient des réponses. La vie parfaite de Manon commença à se fissurer sous l'éclat des commérages. Des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux fuitaient, vacances, sacs de luxe, hashtag de difficultés financières. Les commentaires devinrent rapidement venimeux. Ça doit être sympa de galérer en talons de créateur. Thomas disparut le premier. Un voyage d'affaires à Genève auquel personne ne crut. Les créanciers suivirent bientôt. Des hommes polis mais menaçants qui frappaient doucement et parlaient encore plus doucement. Manon essaya de joindre papa. Il l'ignora. La fierté et la panique étaient maintenant colocataires dans sa poitrine. À 22h, Maître Moreau appela de nouveau. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais il s'effondre, Livy. Je sais, dis-je doucement. Il en a besoin. Plus tard dans la nuit, un clip vidéo atterrit dans ma boîte de réception, une vidéo de la sonnette de Madame Dupont, de l'autre côté de la rue. Manon était de nouveau sur mon porche, sous la lumière, le maquillage coulant, le mascara taché en une confession. Elle tenait la boîte, criant mon nom comme si cela pouvait remonter le temps. Livy. On est une famille. Tu ne peux pas simplement disparaître. Sa voix se brisa, puis s'adoucit en quelque chose de petit. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Je fermai l'ordinateur portable. Le son de ses supplications persista plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Mais je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Parce que c'était la partie que personne ne vous apprend jamais. Quand vous arrêtez de sauver les gens, vous devez les regarder apprendre à nager ou couler. 2 jours plus tard, un nouveau message de Maître Moreau arriva. Votre père a démissionné de Dubois et Fils. Le conseil d'administration le remplace par le vice-président. Une sortie propre. Je le relus 2 fois. Le soulagement vint de manière étrange. Silencieux, mince, mais réel. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir de mon père ne s'étendait plus à mon compte en banque, à ma conscience ou au battement de mon cœur. Je n'étais plus la bonne fille. J'étais la femme qui avait enfin fait la paix avec le fait d'être incomprise. Une semaine plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que l'instinct me murmure son nom. Olivia. La voix de mon père était plus calme que dans mes souvenirs, dépouillée de son autorité habituelle. Il faut qu'on parle. J'hésitais. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce que tu as fait. L'air dans ma petite chambre de location devint immobile. Tu veux dire la boîte? Je veux dire tout. Il expira, tremblant. Tu m'as embarrassé, Livy. Mais tu avais raison aussi. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Dehors, le vent breton secouait la vitre comme s'il voulait écouter aux portes. Je ne peux pas réparer ça, continua-t-il. Manon est furieuse. L'entreprise est partie. Mais pour la première fois, je vois les choses clairement. Tu n'as jamais été le problème. C'était moi. Je m'adossai au mur, fermant les yeux. L'homme qui parlait n'était pas celui qui m'avait donné des ordres comme à une employée. Il semblait humain. Papa, dis-je prudemment, je ne voulais pas te détruire. Je sais, dit-il. Tu voulais me réveiller. Considère que c'est fait. Sa voix se brisa. Tu sais ce que Manon m'a dit hier? Elle a demandé qui allait la sauver maintenant. Et que lui as-tu dit? Demandai-je doucement. Il eut un rire creux. Je lui ai dit qu'elle devrait apprendre ce que ça fait de se sauver soi-même. Je ne répondis pas tout de suite. Mon cœur me faisait mal, non pas de culpabilité, mais de reconnaissance. Peut-être que c'était à ça que ressemblait la guérison.
deux personnes qui se parlaient enfin sans le poids de l'argent entre elles. J'ai vu ta mère en toi ce jour-là, dit-il finalement. Quand tu m'as souri et que tu as dit d'accord. Ce calme, c'était elle. Une boule se forma dans ma gorge. Maman n'aurait pas laissé les choses aller aussi loin. Non, admit-il. Mais elle aurait été fière que tu aies fait quelque chose que je n'ai jamais pu faire, partir. Le silence s'étira. Doux mais lourd. Et maintenant, demandai-je. Je ne sais pas, dit-il. Peut-être qu'on commence par être honnête. Peut-être que j'arrête de prétendre que le contrôle et l'amour sont la même chose. Je voulais rester en colère, mais la vérité brisa quelque chose en moi. Pour la première fois, j'entendais du regret dans sa voix. Pas de la manipulation, pas de la culpabilité, un vrai remords. Je vais rester en Bretagne pendant un moment, dis-je, essayer de me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Il gloussa faiblement. Alors peut-être qu'un jour, quand tu seras prête, je viendrai te voir sans dossier ni exigence. Apporte du café, dis-je doucement. Pas des dettes. Il rit, un petit son fatigué. Marché conclu. Quand l'appel se termina, je fixai l'océan au-delà de ma fenêtre. Le vent portait l'odeur du sel et des nouveaux départs. Pendant des années, j'ai pensé que la liberté signifiait l'évasion. Mais peut-être que cela signifiait quelque chose de plus simple, une conversation sans contrôle. 3 mois plus tard, j'ai trouvé la paix dans les plus petites choses. L'odeur du café avant le lever du soleil. Le bruit des mouettes se disputant devant ma fenêtre. La façon dont le silence ne ressemblait plus à une punition. La Bretagne avait une façon de laver les gens sans demander la permission. J'avais commencé à animer des ateliers d'éducation financière au centre social local. Juste 10 femmes au début, toutes portant leur propre version de mon histoire. La mère qui prêtait toujours. La sœur qui pardonnait toujours. La fille qui payait toujours. Quand je parlais de limites et d'estime de soi, je ne faisais pas la leçon. Je me confessais. Manon appela un soir, ne pleurant pas cette fois, juste fatiguée. Papa va mieux, dit-elle doucement. Il a rejoint une sorte de groupe. De responsabilisation, je crois. C'est bien, répondis-je. Et toi? Elle hésita. J'ai trouvé un travail dans un magasin de meubles. Un vrai, pas en ligne. Je souris. Tu es fier de toi, maintenant? J'essaie de l'être, murmura-t-elle. Je ne pensais pas que recommencer serait aussi silencieux. C'est normal, dis-je. Le silence signifie que tu as arrêté de courir. Puis elle dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Merci, Livy, de ne pas m'avoir sauvé. Quand l'appel se termina, je pleurai. Pas de douleur, mais de l'étrange soulagement de lâcher enfin prise. Quelques semaines plus tard, mon père envoya une simple carte postale. Une photo d'un quai de pêche, l'eau bleue, son écriture petite et inégale. Tu avais raison. Je t'ai tout appris sur les affaires et rien sur l'amour. J'apprends maintenant. Fier de toi, papa. Je l'ai épinglé au-dessus de mon bureau. Cette nuit-là, je suis descendu sur le rivage. Le vent froid et indulgent. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La boîte, le vol, les retombées, les conversations qui ont guéri plus qu'elles n'ont blessé. Pour la première fois, je n'attendais personne à ma porte, car cette fois, la seule chose sur mon porche était le bruit de la mer et le genre de liberté qui n'a pas besoin de pardon pour exister. Histoire vraie.